Euh, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureux de lancer la rencontre échange avec le président de l'UNDR, président national, député et chef de file de l'opposition démocratique, M. Saleh Kebzabo, qui est donc de passage à Paris et qui va donc s'entretenir avec vous. M. Saleh Kebzabo est à la fois député à l'Assemblée nationale du Tchad et député au Parlement africain. M. Kebzabo est journaliste de formation. Il a dirigé pendant longtemps l'agence tchadienne de presse. Il a également été le fondateur du premier journal indépendant au Tchad, N'Djamena Hebdo. Auparavant, il a été grand reporter à Jeune Afrique pendant plusieurs années, puis à Demain l'Afrique. Voilà, M. Saleh Kebzabo a été plusieurs fois membre du gouvernement tchadien, surtout dans la phase de démocratie consensuelle et participative. C'était ça, hein, l'expérience qui a été tentée chez nous après la première élection présidentielle. Des espoirs ont été fondés, ils ont été, je crois, par la suite déçus. Et depuis, M. Kebzabo se consacre, n'est-ce pas, entièrement à son mandat de parlementaire et en même temps à structurer ce qu'il est convenu d'appeler l'opposition démocratique. Voilà. Nous avons la salle jusqu'à 17h45. Je vais donc finir mon mot d'introduction et puis c'est le professeur Facho Balam qui est à la droite de M. Kebzabo qui va modérer cette rencontre-là. Pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Facho Balam est le premier agrégé tchadien en médecine vétérinaire. Il a été plusieurs fois ministre dans différents gouvernements au Tchad et responsable de partis politiques. Et puis depuis 2008, où on a essayé d'attenter à sa vie, il s'est installé ici en France. Voilà, je vous remercie pour vous être déplacés, bien que nous soyons un dimanche, pour certains c'est le jour du Seigneur, et puis pour d'autres, les gens sont déjà en train de préparer les fêtes de Noël et de fin d'année, donc je vous remercie pour cette disponibilité, et nous allons donc réellement démarrer. Je donne la parole à M. Saleh Kebzabo. Vous avez la parole pour votre introduction. Non, je n'ai pas dit. D'accord, je pensais que Balam allait parler. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Comme vous l'a dit Mamat, on ne pensait pas pouvoir déplacer quelques Tchadiens aujourd'hui. Du fait du temps, du fait des dates qu'il a évoquées. Aujourd'hui c'est un dimanche, on a quelques jours de Noël. En général, on a d'autres occupations que de venir écouter une causerie sur le Tchad. Moi, j'ai voulu vous rencontrer parce que, traditionnellement, dans les années précédentes, on l'a fait souvent. De passage à Paris, quand on était nombreux, 2, 3, on essayait d'organiser une réunion avec les membres de la communauté
communauté. Ça, c'est... On essaie d'organiser des réunions avec même la communauté. Il faut peut-être augmenter là-bas. C'est bon, c'est ici, c'est bon. Non, Ça marche. ça va. Et c'est souvent des échanges dont je me rappelle qu'ils ont toujours été fructueux. On permis aux uns et aux autres de s'exprimer sur les sujets qui concernent le pays. Alors aujourd'hui, c'est l'exercice auquel on va se livrer. Je ne fais pas de conférence. Il ne s'agit pas du tout d'une conférence. Moi, je fais une introduction à un débat qui va être un échange entre nous, parce que je ne prétends pas venir vous apprendre ce qui se passe au Tchad. Quand je vois la proportion de la salle, elle est faite de beaucoup d'acteurs de la scène politique nationale qui, pour des circonstances qu'on peut imaginer, se retrouvent à l'étranger, mais qui n'en demeurent pas moins des témoins privilégiés qui savent ce qui se passe dans notre pays. Je ne vais donc pas vous affliger une conférence en vous disant il se passe ci, il se passe cela. Vous êtes parfaitement au courant de beaucoup de choses, parfois même plus que moi. Je ne suis pas non plus venu faire une conférence sur mon parti. Il ne s'agit pas de venir faire le recrutement de militants. Pas du tout. Il s'agit de venir vous voir, de vous inviter, et que dans l'échange qui va suivre, qu'il y ait une approche mutuelle qui nous permette d'aller de l'avant sur les sujets de notre pays. Je n'ai pas affaire à une opposition ou à des adeptes du parti au pouvoir. J'ai affaire tout simplement à des Tchadiens qui partagent un bien commun qui est le Tchad, qui ont chacun une vision de leur pays et qui veulent en apprendre toujours plus et savoir où est-ce qu'on va. Donc c'est pour cela que je me réjouis par la composition de la salle, des Tchadiens d'origines diverses, d'âge et d'époques différentes, qui, comme je l'ai dit, ont en commun le Tchad. Président, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes ce qu'on a l'habitude d'appeler la diaspora. La diaspora avec tout ce qu'elle a de positif. Quand on voit le rôle de la diaspora dans la construction de beaucoup de pays dans le monde, et particulièrement en Afrique aujourd'hui, on voit que la diaspora a un rôle déterminant à jouer dans la construction des pays. Il en va aussi ainsi de la diaspora tchadienne. Je pense qu'elle doit être plus organisée, plus structurée, à l'image des diasporas du Mali, du Sénégal, de l'Éthiopie, du Soudan, pour citer ceux que je connais le plus, participent activement à la construction ou à la reconstruction de leur pays. Donc sur cet aspect du rôle de la diaspora, on va y revenir, je l'espère, vers la fin de mon exposé. J'ai donc dit que je n'ai pas de leçons à vous donner sur ce qui se passe dans notre pays. Je voulais qu'on échange, mais je vais planter un peu le décor en vous décrivant rapidement la situation actuelle en termes de forces qui sont en présence. Les forces sociales et politiques. Les forces sociales d'abord. Nous avons dans notre pays un nombre impressionnant d'associations. Quand on parle d'associations au Tchad, on ne cite que quelques ADH ou quelques syndicats connus. En tout, une dizaine, pour ceux qui les connaissent, peut-être une quinzaine. Mais il y a à peu près 6000 associations de la société civile au Tchad. Il y a donc là-dedans, comme on dit également, à boire et à manger pour tout le monde. Et ceux qui les ont créés le plus souvent sont bien motivés par le boire et le manger dont je parle. Et vous ne serez pas surpris que pour la plupart, ces associations-là aient été créées à l'initiative du pouvoir
pour noyauter tout ce qui bouge en termes de société civile ces dernières années. Et le résultat, en tout cas aujourd'hui, c'est que vous avez une société civile globalement timorée, qui n'est pas celle qu'on a connue il y a 10-15 ans, qui était à la pointe du combat, des revendications et de la lutte, et qui aujourd'hui semble un peu fatiguée. À tel enseigne que lorsque quelques mouvements ont eu lieu il y a un mois environ dans certaines villes du pays, le pouvoir immédiatement a fait appel à ces associations dont un groupe a créé ce qu'ils ont appelé « Touche pas à mes acquis ». Alors, lorsque dans une situation comme celle du Tchad, où c'est un pays qui est en lambeaux, il y en a qui demandent qu'on ne touche pas à leurs acquis, on peut se demander de quels acquis il s'agit. Et en fait, les acquis en question, c'est être au service du pouvoir et de quelques miettes que le pouvoir peut jeter à ceux qui sont prompts à les ramasser. J'ai dit qu'il faut augmenter au micro là-bas, on m'a dit non. Mais on ne peut pas. On ne sait pas faire. Ça, et je pensais que la salle n'était pas très grande, que je pouvais jouer à l'instituteur. Donc voilà le contrôle sur les associations, sur la société civile, avec, comme j'ai dit, des syndicats qu'on ne retrouve pas à des rendez-vous qui pourraient être les leurs. En ce moment, depuis quelques mois, on a par exemple des retards de paiement des salaires des agents de l'État, qui peuvent aller jusqu'à 1-2 mois. Et jusqu'ici, on n'a pas entendu encore de syndicats s'organiser. Bon, il a été question dernièrement qu'ils s'organisent pour ces revendications-là, mais disons qu'il s'est passé quand même plusieurs mois avant que les syndicats commencent à se sentir concernés. Les jeunes, c'est la même chose. Ceux qui sont descendus dans les rues dernièrement, c'est essentiellement des jeunes. Mais les jeunes tchadiens, globalement, c'est un peu le reflet de leur grand frère ou de leur père. Peut-être pas de leur grand-père, parce que leurs grands-pères ont été des militants. Ils ont connu une vie active très politique, mais leur père ou leur grand frère, ce ne sont pas des militants. Et donc nous avons affaire à des étudiants qui ne sont pas du tout politiquement engagés. Et d'ailleurs, quand je suis avec eux, je me fous toujours d'eux en leur disant, mais vous, quand vous vous réveillez et que vous revendiquez dans la rue en cassant les véhicules des gens, c'est uniquement à cause de vos bourses qui ne sont pas payées. Mais les problèmes académiques, les problèmes du pays, tout ça, ça ne vous intéresse pas, la démocratie, les atteintes aux droits. Donc quand je suis avec les étudiants, c'est ce que je leur dis. Il manque peut-être un encadrement pour leur formation, mais ça aussi on en parle là. Je pense que les partis politiques ne peuvent pas toujours être au four et au moulin pour pallier.
crois que le terme annoncé là est bon. On est déjà à 46. Si vous le permettez, on va commencer. Je passe la parole à Mamad Zank. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureux de lancer la rencontre échange avec le président de l'UNDR, président national, député et chef de file de l'opposition démocratique, M. Saleh Kebzabo, qui est donc de passage à Paris et qui va donc s'entretenir avec vous. M. Saleh Kebzabo est à la fois député à l'Assemblée nationale du Tchad et député au Parlement africain. M. Kebzabo est journaliste de formation. Il a dirigé pendant longtemps l'agence tchadienne de presse. Il a également été le fondateur du premier journal indépendant au Tchad, N'Djamena Hebdo. Auparavant, il a été grand reporter à Jeune Afrique pendant plusieurs années, puis à Demain l'Afrique. Voilà, M. Saleh Kebzabo a été plusieurs fois membre du gouvernement tchadien, surtout dans la phase de démocratie consensuelle et participative. C'était ça, hein, l'expérience qui a été tentée chez nous après la première élection présidentielle. Des espoirs ont été fondés, ils ont été, je crois, par la suite déçus. Et depuis, M. Kebzabo se consacre, n'est-ce pas, entièrement à son mandat de parlementaire et en même temps à structurer ce qu'il est convenu d'appeler l'opposition démocratique. Voilà. Nous avons la salle jusqu'à 17h45. Je vais donc finir mon mot d'introduction et puis c'est le professeur Facho Balam qui est à la droite de M. Kebzabo qui va modérer cette rencontre-là. Pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Facho Balam est le premier agrégé tchadien en médecine vétérinaire. Il a été plusieurs fois ministre dans différents gouvernements au Tchad et responsable de partis politiques. Et puis depuis 2008, où on a essayé d'attenter à sa vie, il s'est installé ici en France. Voilà, je vous remercie pour vous être déplacés, bien que nous soyons un dimanche, pour certains c'est le jour du Seigneur, et puis pour d'autres, les gens sont déjà en train de préparer les fêtes de Noël et de fin d'année, donc je vous remercie pour cette disponibilité. Et nous allons donc réellement démarrer. Je donne la parole à M. Saleh Kebzabo. Vous avez la parole pour votre introduction. Non, je n'ai rien à dire. D'accord, je pensais que Balam allait parler. Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. Comme vous l'a dit Mamad, on ne pensait pas pouvoir déplacer quelques Tchadiens aujourd'hui, du fait du temps, du fait des dates qu'il a évoquées. Aujourd'hui c'est un dimanche, on a quelques jours de Noël. En général, on a d'autres occupations que de venir écouter une causerie sur le Tchad. Moi, j'ai voulu vous rencontrer parce que
traditionnellement, dans les années précédentes, on l'a fait souvent. De passage à Paris, quand on était nombreux, 2, 3, on essayait d'organiser une réunion avec les membres de la communauté. Ça, c'est... On essayait d'organiser des réunions avec les membres de la communauté. Il faut peut-être augmenter là-bas. C'est bon, c'est ici, c'est bon. Non. Ça marche. Ça va? Et c'est souvent des échanges dont je me rappelle qu'ils ont toujours été fructueux, ont permis aux uns et aux autres de s'exprimer sur les sujets qui concernent le pays. Alors aujourd'hui, c'est l'exercice auquel on va se livrer. Je ne fais pas de conférence. Il ne s'agit pas du tout d'une conférence. Moi, je fais une introduction à un débat qui va être un échange entre nous, parce que je ne prétends pas venir vous apprendre ce qui se passe au Tchad. Quand je vois la proportion de la salle, elle est faite de beaucoup d'acteurs de la scène politique nationale qui, pour des circonstances qu'on peut imaginer, se retrouvent à l'étranger, mais qui n'en demeurent pas moins des témoins privilégiés qui savent ce qui se passe dans notre pays. Je ne vais donc pas vous affliger une conférence en vous disant il se passe ci, il se passe cela. Vous êtes parfaitement au courant de beaucoup de choses, parfois même plus que moi. Je ne suis pas non plus venu faire une conférence sur mon parti. Il ne s'agit pas de venir faire le recrutement de militants, pas du tout. Il s'agit de venir vous voir, de vous écouter, et que dans l'échange qui va suivre, qu'il y ait une approche mutuelle qui nous permette d'aller de l'avant sur les sujets de notre pays. Je n'ai pas affaire à une opposition ou à des adeptes du parti au pouvoir. J'ai affaire tout simplement à des Tchadiens qui partagent un bien commun qui est le Tchad, qui ont chacun une vision de leur pays et qui veulent en apprendre toujours plus et savoir où est-ce qu'on va. Donc c'est pour cela que je me réjouis par la composition de la salle, des Tchadiens d'origines diverses, d'âge et d'époques différentes, qui, comme je l'ai dit, ont en commun le Tchad. Président, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous êtes ce qu'on a l'habitude d'appeler la diaspora. La diaspora avec tout ce qu'elle a de positif. Quand on voit le rôle de la diaspora dans la construction de beaucoup de pays dans le monde, et particulièrement en Afrique aujourd'hui, on voit que la diaspora a un rôle déterminant à jouer dans la construction des pays. Il en va aussi ainsi de la diaspora tchadienne. Je pense qu'elle doit être plus organisée, plus structurée, à l'image des diasporas du Mali, du Sénégal, de l'Éthiopie, du Soudan, pour citer ceux que je connais le plus, participent activement à la construction ou à la reconstruction de leur pays. Donc sur cet aspect du rôle de la diaspora, on va y revenir, je l'espère, vers la fin de mon exposé. J'ai donc dit que je n'ai pas de leçons à vous donner sur ce qui se passe dans notre pays. Je voulais qu'on échange, mais je vais planter un peu le décor en vous décrivant rapidement la situation actuelle en termes de forces qui sont en présence. Les forces sociales et politiques. Les forces sociales d'abord. Nous avons dans notre pays un nombre impressionnant d'associations. Quand on parle d'associations au Tchad, on ne cite que quelques ADH ou quelques syndicats connus. En tout, une dizaine, pour ceux qui les connaissent, peut-être une quinzaine. Mais il y a à peu près 6000 associations de la société civile au Tchad. Il y a donc là-dedans, comme on dit simplement, à boire et à manger pour tout le monde. Et ceux qui les ont créés le plus souvent
sont bien motivés par le boire et le manger dont je parle. Et vous ne serez pas surpris que pour la plupart, ces associations-là aient été créées à l'initiative du pouvoir pour noyauter tout ce qui bouge en termes de société civile ces dernières années. Et le résultat, en tout cas aujourd'hui, c'est que vous avez une société civile globalement timorée, qui n'est pas celle qu'on a connue il y a 10-15 ans, qui était à la pointe du combat, des revendications et de la lutte, et qui aujourd'hui semble un peu fatiguée. À telle enseigne que lorsque quelques mouvements ont eu lieu il y a un mois environ dans certaines villes du pays, le pouvoir immédiatement a fait appel à ces associations dont un groupe a créé ce qu'ils ont appelé « Touche pas à mes acquis ». Alors, lorsque dans une situation comme celle du Tchad, où c'est un pays qui est en lambeaux, il y en a qui demandent qu'on ne touche pas à leurs acquis, on peut se demander de quels acquis il s'agit. Et en fait, les acquis en question, c'est être au service du pouvoir et de quelques miettes que le pouvoir peut jeter à ceux qui sont prompts à les ramasser. J'ai dit qu'il faut augmenter au micro là-bas, on m'a dit non. Mais on ne peut pas. On ne sait pas faire. Ça, et je pensais que la salle n'était pas très grande, que je pouvais jouer à l'instituteur. Donc voilà le contrôle sur les associations, sur la société civile, avec, comme j'ai dit, des syndicats qu'on ne retrouve pas à des rendez-vous qui pourraient être les leurs. En ce moment, depuis quelques mois, on a par exemple des retards de paiement des salaires des agents de l'État, qui peuvent aller jusqu'à 1-2 mois. Et jusqu'ici, on n'a pas entendu encore de syndicats s'organiser. Bon, il a été question d'événements qui s'organisent pour ces revendications-là, mais disons qu'il s'est passé quand même plusieurs mois avant que les syndicats commencent à se sentir concernés. Les jeunes, c'est la même chose. Ceux qui sont descendus dans les rues dernièrement, c'est essentiellement des jeunes. Mais les jeunes Tchadiens, globalement, c'est un peu le reflet de leur grand frère ou de leur père. Peut-être pas de leur grand-père, parce que leurs grands-pères ont été des militants. Ils ont connu une vie active très politique, mais leur père ou leur grand frère, ce ne sont pas des militants. Et donc nous avons affaire à des étudiants qui ne sont pas du tout politiquement engagés. Et d'ailleurs, quand je discute avec eux, je me fous toujours d'eux en leur disant, mais vous, quand vous vous réveillez et que vous revendiquez dans la rue en cassant les véhicules des gens, c'est uniquement à cause de vos bourses qui ne sont pas payées. Mais les problèmes académiques, les problèmes du pays, tout ça, ça ne vous intéresse pas. La démocratie, les atteintes aux droits. Donc quand je suis avec les étudiants, c'est ce que je leur dis. Il manque peut-être un encadrement pour leur formation, mais ça aussi on en parle là. Je pense que les partis politiques ne peuvent pas toujours être au four et au moulin pour pallier certaines situations. Nous sommes pourtant dans un pays où on peut parler plus que d'un pays en lambeaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais d'un pays en état de délabrement très avancé. Je ne vais pas décrire tout ce que vous connaissez, hein, tout ce que vous savez, que ce soit dans le système éducatif, dans le système de santé, les problèmes des infrastructures et autres, y compris dans l'état moral des Tchadiens. Nous sommes dans un pays aujourd'hui sans éthique, sans morale, où la seule raison d'être, c'est là où on peut le faire, l'enrichissement illicite. Donc voilà pour ce qui concerne les forces sociales. On peut dire encore beaucoup de choses là-dessus, mais je pense que ça lui semble un débat, il vaut mieux qu'on s'en tienne à ce niveau et qu'on attende la discussion pour approfondir certaines questions. Parce que je voulais parler en deuxième lieu de forces politiques. S'agissant des forces politiques, maintenant qu'on peut, je crois, raisonnablement, et en tout cas pour un peu de temps encore,
évoquer les forces politiques sans parler des forces politico-militaires. Est-ce une bonne chose ou pas? Mais en tout cas, ils ont baissé l'arme au pied maintenant. On peut donc évoquer les questions politiques en se cantonnant dans les deux forces qui sont en présence, la majorité et l'opposition. La majorité, pour commencer par elle, sur la 150aine de partis politiques qui existent au Tchad, la majorité en compte pas moins de 100, qui sont les alliés du parti au pouvoir, de création récente ou ancienne. On ne va pas toujours chercher les raisons qui ont amené à la création d'un parti politique, mais parfois on a bien l'impression que le pouvoir n'y est pas étranger. Et tout cela pour, dit-on, afin de noyauter l'opposition, afin de noyauter le système politique pour permettre au moment venu de dire qu'on a beaucoup d'alliés. Ce sont des partis politiques qui globalement disparaissent pendant 4 à 5 ans et ne réapparaissent qu'à l'occasion des échéances politiques. Donc vous voyez bien que leur création a un but bien précis. Sans oublier évidemment cette petite pitance qu'on nous donne en termes de 5 millions chaque année de subventions aux partis politiques. Ça aussi, semble-t-il, cela ferait l'objet aussi de création de partis politiques parce que 5 millions par an au Tchad, c'est pas peu. Et donc, si cela est une force, voilà une force sur laquelle le parti au pouvoir compte. Parce qu'au moment des échéances, surtout présidentielles, le pouvoir est à l'aise de vous sortir d'une liste d'une centaine de partis politiques qui appuient la candidature du président Déby et qui donc, évidemment, ne peuvent que contribuer à faire la différence. Donc je crois que cela aussi, vous y êtes habitués. Les forces dont on peut parler vraiment au niveau du pouvoir, c'est le contrôle total de l'État, ou de ce qu'il en reste, puisque moi je suis déjà de ceux qui depuis très longtemps parlent d'un État informel, dont il n'existe moins un résidu qui permet quand même à ce parti qui est au pouvoir d'exploiter tout ce qui reste de cet État en termes de placement d'hommes, surtout aux postes stratégiques où il y a du jus, comme on dit, dans les régies financières en particulier, dans toutes les finances publiques, dans tous les postes où il peut à un moment ou à un autre avoir besoin de quelqu'un pour faire la mobilisation. Donc tous ces postes-là sont globalement, y compris dans la commission territoriale, gouverneur, préfet, sous-préfet, sont des hommes du pouvoir. Mais paradoxalement, et ça aussi j'espère qu'on y reviendra tout à l'heure, paradoxalement, cela fait, comme pour les autres aspects évoqués, cela constitue une des faiblesses du pouvoir parce que, s'agissant du parti MPS, nous savons que c'est l'héritier de l'UNIR avec tout cela qu'on peut comporter comme tard. Et ce n'est donc pas un parti où il y a des militants sur lesquels le pouvoir peut effectivement compter aux heures difficiles. C'est un parti qui est un fourre-tout, avec des gens qui en général ont de grosses casseroles à tenir et ont donc leurs intérêts à préserver et ne sont pas prêts, je pense, à se battre jusqu'au bout pour le maintien du pouvoir. Donc voilà, globalement, quand on y ajoute la chefferie traditionnelle, qui, pour certains des chefs traditionnels, selon les zones, les régions, les religions ou les tribus qui représentent, sont particulièrement choyés par le pouvoir. Il y en a qui en donnent des véhicules très puissants, il y en a qui en donnent de l'argent, mais globalement, depuis 2 ans, on a rehaussé leur salaire à des niveaux d'ailleurs, de mon point de vue, qui ne sont pas soutenables. Mais lorsqu'on sait qu'au Tchad aujourd'hui, on compte en termes de chefferie environ 700 chefferies traditionnelles nomenclaturées et donc qui émargent au sujet de l'État,
pour chaque chef traditionnel avec ses goumiers. Ça fait autour de entre 400 et 500 000 francs CFA que l'État doit débourser chaque mois. Mais si on sait que le pouvoir a dépecé tous les anciens cantons, tous les gros villages en canton pour faire de leurs chefs des obligés, on comprend pourquoi il y a tant de chefs traditionnels dans notre pays. Il faut d'ailleurs souligner en passant que le président Déby lui-même est un chef traditionnel puisqu'il est sultan depuis quelques années. Il a créé un sultanat au niveau de chez lui. Il a enlevé son frère qui était chef et il s'est nommé lui-même par décret sultan. Malgré toutes les protestations, depuis 4-5 ans, il s'accroche à cela et il ne veut pas s'en défaire. Donc voilà, à l'intérieur du pays, ce qu'on peut appeler des éléments de force pour le président Déby, pour le parti au pouvoir. À l'extérieur, ce sont des événements plus récents qui peuvent nous donner des orientations. On a toujours dit que le président Déby bénéficiait de l'appui des Français. On rappelle que ce sont des éléments de la DGSE qui, en 90, lui ont permis d'avoir des informations sensibles pour battre Hissène Habré. Et je crois que cette vérité-là, elle est demeurée constante et elle l'est encore aujourd'hui. Le grand soutien que le président Déby peut avoir en France est essentiellement issu de la DGSE et des rangs des militaires. Et lorsque vous savez que depuis quelques années, les militaires français, leur opinion en tout cas, a repris du poids de la bête et qu'ils ont repris du poids au sein du système, donc vous comprendrez que l'appui à Déby est aussi repris en importance. Surtout depuis que le président Déby a lancé les troupes tchadiennes au Mali pour aller soutenir les troupes françaises, avec le succès ou parfois les malheurs que nous savons, mais globalement, ce geste-là lui a permis de redorer son blason à un moment où il était au plus bas dans l'opinion occidentale. Et aujourd'hui, on peut dire que l'armée française, les hauts gradés de l'armée française le soutiennent et donc ont une oreille auprès de l'Élysée qui, dit-on, à son corps défendant, soutient Déby. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est celle-là. Malgré quelques passages l'année dernière, vous vous rappelez, chasser le naturel et revient au galop lorsqu'il y a eu atteinte aux libertés, aux droits, par les arrestations assez nombreuses suite à un complot imaginaire dit du 1er mai, à la suite duquel des députés ont été arrêtés sans la levée de leur immunité, des journalistes ont été arrêtés sans le respect des droits, des journaux ont été poursuivis, ainsi de suite. Tout cela a permis quand même de ternir un peu plus son image et de le ramener à un niveau qui était plus bas que celui qu'il avait antérieurement. Aujourd'hui, il n'est pas superflu de dire que compte tenu de l'absence de forces africaines sur le terrain en termes de combattants, en termes de militaires, en dehors du Tchad, les Américains, les Français, l'Union européenne et d'autres ne parlent que du Tchad, donc du Déby. Et ils bénéficient de leur soutien parce que pour eux, c'est le seul rempart aujourd'hui qui peut faire face à ce qu'ils appellent le djihadisme ou les terroristes de tout poil qui essaiment la région et qui effectivement peuvent constituer parfois un danger dans cette sous-région sahélienne. Mais nous disons aux Français, nous disons aux Européens, nous disons aux Américains que tout cela, de notre point de vue, est bâti autour d'un homme et non pas autour d'un pays et d'un système. On a tendance à oublier que ce sont nos enfants, ce sont les jeunes Tchadiens que Déby envoie à la mort au Mali ou ailleurs. Ça a été le cas, si vous vous rappelez, à une vingtaine d'années au Congo, dans l'Équateur, il y a quelques années de façon constante en République centrafricaine et aujourd'hui de façon officielle au Mali. Nous ne pouvons pas accepter que nos enfants, au nom de la défense d'intérêts, disons, universels, soient tués et que ce soit un homme
qui en tire le bénéfice. C'est le langage, je crois, qu'il faut tenir, en tout cas c'est ce que nous faisons. Quand nous rencontrons nos amis, comme on les appelle étrangers, on leur rappelle que le président Idriss Déby est une créature de Dieu et qu'à tout moment il va disparaître, il peut disparaître. Et après cela, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un délit bis qui va bénéficier des mêmes avantages ou y a-t-il une situation conflictuelle qui va appeler une réflexion rapide et pousser pour parer au plus pressé et trouver un remplaçant à la situation de Déby dans l'opinion des faiseurs d'opinion en Occident? Je crois que c'est une question qui est importante. Il faut y réfléchir. Parce que pour le moment, nous on pense que, c'est ce que nous disons à nos amis occidentaux, il est plus important de nous permettre de bâtir un système démocratique qui assure une pérennité de ce que nous faisons que de soutenir un homme dont on sait qu'il n'est pas démocrate pour un sou et qui fait tout cela uniquement pour renforcer son clan, renforcer sa famille. Ça aussi, on y reviendra. Pour ce qui concerne l'opposition, on n'a pas besoin d'en parler plus longtemps. Elle est, comme on le sait, elle est nombreuse, elle est plurielle, on dit qu'elle est divisée. Et pourtant, le langage que moi je vais vous tenir aujourd'hui, c'est pour vous parler des forces, des capacités de l'opposition tchadienne à renverser cette situation et à gagner les élections qui viennent. C'est ce que je vais faire devant vous, c'est ce que j'ai fait devant les officiels français ou ailleurs, quand je les rencontre, je leur dis qu'il ne faut pas se tromper. Cette opposition dont on pense qu'elle est divisée est une opposition qui est en mesure de prendre le pouvoir. C'est une lutte qu'il faut mener parce qu'il faut convaincre les gens, il faut nous convaincre nous-mêmes, parce que c'est d'abord un combat intérieur. On a commencé à expliquer aux Tchadiens eux-mêmes qui sont capables de renverser la situation et de prendre le pouvoir par les urnes. Vous êtes des Tchadiens pour la plupart ici, je vous le dis aussi. Il faut nous en convaincre nous-mêmes et nous en donner les moyens parce que ça nécessite quand même quelques moyens. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les divisions au sein de l'opposition. C'est tout à fait quelque chose, de mon sens, hein, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pour moi, c'est une dynamique politique qu'il ne faut pas combattre comme ça. Parce que quand on parle d'une opposition qui est divisée, je ne sais pas quelle est l'opposition qui est unie et dans quel pays trouve-t-on une opposition unie. On a des pays où même un seul parti est divisé quand il est au pouvoir, à plus forte raison, si on doit parler de l'opposition. Moi, je crois que parler de l'opposition en ces termes-là, c'est un peu réducteur. Il faut accepter qu'il y ait une opposition plurielle et qui, pour l'essentiel, le moment venu, peut se retrouver à se battre pour atteindre les mêmes objectifs. On l'a vu dans des pays comme le Sénégal, on l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina. Et je crois qu'il faut présenter les choses sous cette forme-là. Et l'opposition tchadienne, c'est ça aussi. C'est une opposition qui est aujourd'hui composée d'une cinquantaine de partis politiques, tous pour la plupart inconnus, mais qui existent. On connaît ceux qui ont des députés, les amateurs de statistiques, je peux leur dire, l'UNDR en a 10, l'URD 8, le FAR 4, le PUR 2, la CTPT 2, le PLD 1, PDI, UFD, AND, MPTR, PAPJS, tous ont chacun un député, au total 32 députés à l'Assemblée nationale, sur un effectif de 188 au départ, avec des décès qui n'ont pas été remplacés. Elle n'est pas, en termes de chiffres, elle n'est pas importante à l'Assemblée nationale. Mais en termes de débat, en termes d'échange, en termes de vie parlementaire, elle est active. Elle est active et quand elle se décide dans certains débats à être présente, elle l'est. Et je peux donner le dernier exemple que nous avons vécu, celui du code pastoral, qui est une loi que nous avons condamnée, une loi dont nous avons pensé qu'elle n'était pas pour l'unité nationale, une loi que nous avons refusé de voter en sortant de la salle. Le président Déby, à l'occasion de l'opposition, par sa pugnacité et par sa capacité de défendre ses intérêts et sa position, a été présente et l'est toujours à l'Assemblée nationale.
Et je crois que l'opinion n'est pas absente, l'opinion suit cela. Il ne faut pas croire que l'opinion est ignorante de ce qui se passe. Elle est très bien au fait de tout et c'est donc elle aussi se positionner et apporter le soutien qu'il faut à l'opposition. L'opposition, malheureusement, n'a pas les moyens de sa politique. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, la confiscation de tout l'État par le parti au pouvoir, nous, il ne nous reste pas grand-chose. Ce ne sont pas les 5 millions de francs CFA par an qui vont nous permettre de faire quoi que ce soit, parce que la vie d'un politique, l'activité politique, c'est quelque chose d'excessivement cher. Et ça, on l'oublie souvent. On ne sait pas que entreprendre, par exemple, une manifestation de rue, ça a un prix. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais vous savez très bien que, je donne l'exemple égyptien, le président Morsi, élu démocratiquement, a été renversé par la population. Vous croyez que c'est venu de nulle part? Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis en jeu pour financer les manifestations. Le dernier exemple en date, celui du Burkina. Il ne faut pas croire que la société civile et les partis politiques ont décidé comme ça du jour au lendemain de se mettre dans la rue et de faire partir Compaoré. Il y avait un coût. Il y avait un coût financier que certains ont supporté. Alors quand on prend le problème en ces termes-là, pour ce qui nous concerne au Tchad, nous sommes certainement une des oppositions les plus pauvres, les plus démunies d'Afrique, et nous pensons pourtant que nous prendrons le pouvoir non pas par la rue mais par les urnes, parce qu'avec le processus électoral qui est en train de s'engager, les perspectives pour nous, elles sont prometteuses. Nous allons, je crois, c'est vraiment notre intention, nous voulons faire de notre faiblesse une force. Parce que le potentiel en tant que tel, des populations qui aujourd'hui ne veulent plus de débit ou du MPS, c'est des potentialités énormes. Moi, je tourne beaucoup dans le pays. Je vais dans toutes les régions du pays. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, comme le dit l'organisation qui vient d'être créée par la société civile, il y en a marre. Les Tchadiens en ont vraiment marre. Parce que Déby a fait même bas sur tout et ne laisse aucune parcelle de quoi que ce soit à un autre Tchadien. Comme l'a dit aussi quelqu'un de la société civile, que reste-t-il aux autres Tchadiens? Parce que Déby a tout pris. Mais ici, il faut introduire une petite nuance que nous commençons à faire depuis quelque temps. Il ne faut pas voir de façon dichotomique tout cela, ni de façon manichéiste, et penser qu'il y a peut-être 2 camps qui se font face, le nord et le sud, les musulmans et d'autres, ainsi de suite. Tout ça, c'est complètement dépassé. Cette approche des problèmes est totalement dépassée au Tchad. Et je pense qu'il est important qu'on le dise parce que nous, on commence à mettre ce débat dans la rue. On en parle. On pense qu'il vaut mieux en parler plutôt que de ne pas en parler. On en parle pour dire aux gens que s'il y a bien quelqu'un qui aujourd'hui joue sur la division des Tchadiens, c'est Déby. Et depuis qu'il est au pouvoir, c'est dans ce domaine seulement qu'il excelle. Nous opposer les uns aux autres, parfois jusque dans nos familles. C'est tout ce qu'il sait faire. Il s'est présenté comme le rempart du Nord, comme s'il y avait un combat Nord-Sud. Il a trompé beaucoup de Nordistes en leur disant qu'il était là pour leur compte, il était là pour la défense de leurs intérêts. Et puis tout cela s'est réduit progressivement. Et tout cela a éclaté au grand jour pour qu'on comprenne aujourd'hui la situation où on est arrivé, qui est celle d'un pouvoir strictement familial. On a même dépassé le niveau du clan. On n'est plus au niveau du clan. On est aujourd'hui au Tchad au niveau de 2 familles régnantes, celle du président et celle de son épouse. C'est ça la stricte réalité. Donc tout le reste en termes de région, en termes de tribu, en termes de religion, c'est une fiction qu'il faut complètement balayer de nos esprits et savoir donc que les Tchadiens eux-mêmes ont pris conscience de cela parce qu'ils le vivent, ils le savent. Ils voient d'où viennent les fortunes, qu'est-ce qu'elles deviennent et comment ces fortunes sont arrivées pour qu'elles soient accaparées par ces 2 familles. Nous nous connaissons parfaitement dans ces pays et quand on dit cela, on n'a pas besoin de citer des faits ou des hommes, on cite une situation que nous vivons et que les gens connaissent. Et ça, les Tchadiens ne sont pas prêts à l'accepter. Ils ne sont pas prêts à l'accepter parce que
Ils ont tenté toutes les méthodes possibles pour inverser cette situation et n'ont pas pu. Et je crois qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner aux prochaines échéances électorales qui s'annoncent et dont on pense qu'elles seront cruciales. Nous, notre discours, quand on rencontre des étrangers, c'est de leur dire, mais vous, Déby que vous soutenez là, il va perdre les élections. Et qu'est-ce que vous ferez quand il va perdre les élections? Ça nous renvoie à la première question, s'il meurt, vous faites quoi? À la différence que la mort, c'est quelque chose de subite et d'imprévisible. Mais perdre une élection, c'est en 2016, en mai 2016, la perspective, elle est là, elle est connue. Nous mettons donc nos partenaires devant leurs responsabilités parce que c'est une situation qui pour nous est irréversible. Vous avez trois tendances dans l'opposition. Une tendance, allez, disons extrémiste, quoique le mot, de mon point de vue, ne s'essaye pas très bien, qui dit plus de débit. Maintenant, s'il n'y a pas d'élection législative en 2015, pas de prorogation du mandat de cette Assemblée. Mise en place d'un Parlement de transition. Renvoi du gouvernement en place. Mise en place d'un gouvernement de transition dirigé par l'opposition sur son propre programme et démission du programme du président Déby. Voilà les desiderata de cette aile de l'opposition. Puis, une deuxième aile, moins extrémiste, dit tout simplement que non, il faut se battre pour que Déby ne se représente pas en 2016. Il a 24, il aura 26 ans au pouvoir en 2016. Il n'a plus rien à prouver aux Tchadiens. Nous sommes dans une situation de délabrement total de notre pays. C'est lui qui en est responsable. Il n'a pas fait cela, il n'a pas fait le développement pendant 26 ans, ce n'est pas maintenant qu'il va s'y atteler. C'est un peu aussi en réponse à ce qui se dit de façon sournoise actuellement, comme ça l'a été dans des pays comme le Niger, vous vous rappelez, Danja, pour justifier un nouveau mandat, demander tout simplement 3 ans pour finir son programme. Comme si un gouvernement finit jamais un programme de développement. Donc c'est ce qu'on veut progressivement nous faire accepter, que Déby va exercer un dernier mandat de 5 ans pour finir son programme d'édification du Tchad, comme s'il avait édifié quoi que ce soit. Donc ça c'est la deuxième tendance. La troisième tendance dit, nous respectons la Constitution. Nous savons que Déby a tordu le cou à la Constitution depuis plus de 10 ans maintenant et qu'il peut se représenter librement. Laissons-les se représenter. On va le battre à la légale, à la loyale, aux élections de 2016, avec un hic de point d'interrogation. Si Déby veut aller jusqu'en 2016 pour se représenter, c'est bien pour ne pas accepter une défaite quelconque. Il va donc tordre le cou au résultat et imposer un résultat. Mais aujourd'hui, les Tchadiens, je ne pense pas qu'ils soient prêts à accepter que leur victoire leur soit volée de façon aussi claire. Parce que les gens tels qu'ils sont en train de se comporter sur le plan de la surveillance des élections, on l'a vu en 2011 aux élections municipales à N'Djamena, dans 2 arrondissements où il y avait problème, pendant 15 jours, les militants ont bloqué tout et ont exigé que la transparence arrive d'abord pour que les urnes soient transportées et qu'elles soient dépouillées par la CENI. Donc, je vous cite cet exemple pour vous dire qu'on sera de plus en plus exigeant. Et nous-mêmes, dans notre discours aujourd'hui, on commence à dire aux gens, attention, il n'y a pas de contentieux électoral dans notre pays. Vous connaissez la Cour constitutionnelle, vous connaissez la Cour suprême, ce sont des juges qui sont placés par le pouvoir et qui ne diront jamais le droit. Donc, n'allons pas vers un contentieux électoral quelconque. Réglons nos problèmes localement. Dans chaque bureau de vote, nos militants sont responsables. Il faut qu'ils règlent le problème localement. Je pense que c'est ce langage-là, on peut nous qualifier de terroristes ou de langage de peur et autres, mais ce sont les réalités de notre pays. Nous avons vécu tellement d'expériences malheureuses en termes d'élections qui sont truquées, faussées, que nous ne pouvons pas nous laisser entraîner indéfiniment et aller prochainement à des élections dont les résultats vont être tronqués. Aujourd'hui, nous avons avec nous, dans nos perspectives d'élection, nous avons avec nous le socle de la fraude du MPS qui a craqué.
c'est le vote multiple. Le vote multiple ne va plus servir le MPS. Parce que, avec la biométrie électorale, c'est un homme, une carte, une voix. Et je pense que ça, c'est un système qui est imparable, quelle que soit la manipulation qu'on veut mettre en place et dont on parle. Je pense que ça, c'est imparable à plus de 95, plus de 98%. Et si on sait que les 2/3 de la fraude du MPS sont toujours reposés sur la fraude, sur le vote multiple, je vous rappelle la scène d'un meeting de l'élection présidentielle que nous avons boycotté avec Erongar et Feu Kamogé. En plein meeting, j'ai sorti un paquet de 1000 cartes électorales que j'ai montré aux gens. Je leur ai dit, voilà les cartes avec lesquelles on veut qu'on aille aux élections. J'ai acheté 1000 cartes au marché. On m'a dit, tu en veux 10 000, tu les auras. Bon, à 1000 francs, investir 10 millions, je trouvais quand même que c'était un peu cher. Mais avec 1000 cartes, je pouvais démontrer ce que je voulais. Donc, c'est pour vous dire que les gens, à l'époque, pouvaient voter comme ils veulent. Quelqu'un peut voter 10 fois, 100 fois, faire voter ses enfants, ses femmes, les militaires, ainsi de suite. Ça, c'est fini. Il leur reste quoi? Il leur reste le bureau de vote. Il leur reste à nous submerger dans les bureaux de vote, à faire en sorte qu'on ne puisse pas bien observer l'élection, bien garder les bureaux de vote. Mais ça aussi, je crois que c'est un des objectifs que nous avons compris et que nous allons prendre en charge au niveau de l'opposition. Les amis de l'opposition n'ont pas aujourd'hui autre chose à faire pour les élections à venir que de s'unir. Allons-nous vers une candidature unique à l'élection présidentielle? Je ne sais pas si c'est la meilleure tactique. La discussion viendra. Parce qu'on a un forum mi-janvier de l'opposition qui va discuter de toutes ces questions dont je vous parle actuellement, y compris de la stratégie, de la tactique électorale. Il est évident qu'à des élections législatives, par exemple, il faut des listes uniques de l'opposition. Ça, c'est évident. À la présidentielle, le débat est actuellement en cours. Donc, dans tous les cas de figure, il faut se mettre ensemble. Je l'ai dit à notre rencontre du 8 novembre à N'Djamena, personne d'entre nous au sein de l'opposition n'est capable de battre le MPS seul. Personne. Et ça, on en a la preuve maintenant depuis 20 ans qu'on se bat contre le MPS et Déby. Nous savons que nous connaissons nos limites. Si nous savons que personne ne peut le battre seul, qu'est-ce qui nous empêche de nous unir pour le battre? Ça, c'est l'ambition historique de l'opposition tchadienne. Si nous en avons tous conscience, et je pense que c'est le cas, on doit donc se mettre ensemble. Des problèmes de leadership, des problèmes d'ego et autres, je crois que ça peut se surmonter. Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui va se présenter devant vous et vous dire que je suis le garant de l'opposition, c'est derrière moi qu'on doit s'aligner. Je pense que ce n'est pas le langage qu'il faut utiliser. Il faut aujourd'hui aller sur les fondamentaux de l'opposition, dire quels sont nos objectifs, quelles sont les obligations que nous avons de nous unir pour être ensemble dans les bureaux de vote. S'il y en a 15 000, je vous donne un chiffre, s'il y a 15 000 bureaux de vote, et c'est possible qu'il y en ait plus, dans chaque bureau de vote, les candidats ont 2 personnes. C'est-à-dire que chaque candidat doit avoir 30 000 personnes comme délégués dans les bureaux de vote. Même au chiffre le plus bas, qui est le plus dérisoire, pour entretenir un homme tchadien pendant un jour, et il en faudra 3 ou 4 ou 5 avant et après l'élection, avec 1000 francs, ça vous fait déjà combien? 30 millions au moins. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce que veut dire 30 millions de francs CFA. Or, il en faut plus. Et donc, je crois que rien que les chiffres nous amènent à nous unir. Chacun d'entre nous sait que son parti est prédominant, mieux implanté dans telle ou telle zone. Il faut donc, je crois, mettre en commun toutes nos forces et voir comment on peut quadriller le pays pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition, que chacun d'entre nous soit capable de remplir ses engagements, à savoir défendre nos objectifs communs dans les bureaux de vote. Et je crois que c'est à ce prix-là ce que je vous ai dit, que ce que j'ai affirmé tout à l'heure peut être atteint en termes de résultats, à savoir battre Déby. Cela est possible. Maintenant, on va battre Déby. Qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que nous sommes capables de garder notre victoire? Par quels moyens on doit garder notre victoire? Ça, c'est la réflexion à laquelle j'invite chacune et chacun d'entre vous. Pour finir, je reviens sur la diaspora.
Moi, je ne veux pas minimiser le rôle de la diaspora tchadienne, en particulier celle de France qui est souvent la plus active. Mais si vous le permettez, je vais vous dire que c'est insuffisant. C'est insuffisant à tout point de vue. Je crois qu'il faut que notre diaspora participe effectivement à la lutte que nous menons dans notre pays. Lutte pour le développement, lutte pour le changement. La diaspora doit occuper une place importante et de mon point de vue prépondérante. Il faut donc vraiment sortir de certaines querelles de clochers auxquelles on est habitué ici en France pour aller plus loin. Il faut qu'on ait une vision plus grande, plus lointaine pour notre pays. Sortons un peu de ce carcan où nous nous enfermons habituellement pour, en termes de vision et d'échéance, voir un Tchad lointain, plus grand, plus fort. Et je crois que c'est possible. C'est à cela que cette situation nous appelle. Et je pense que c'était aussi un des objectifs de cette réunion. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, on va passer au débat. Il ne s'agit pas de poser des questions, il s'agit de répondre aux interventions qui ont été dites au cours de cette introduction que je viens de faire et faire avancer les idées. Et c'est en cela qu'on sera productif et utile. Je vous remercie une fois. Bon, merci, Monsieur le Président, pour votre intervention. Je pense que c'est assez clair. Vous avez soulevé 5 points. Et je les rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ou qui sont venus en retard. 5 points ont été soulevés pendant ce débat. Donc, premier point, le président Saleh nous a dit qu'il est venu nous faire un échange de points de vue, demander notre point de vue sur un certain nombre de choses. Donc, une rencontre d'échange avec des points de vue. Le deuxième point qu'il a soulevé, c'était le rôle de la diaspora, ce rôle qu'il a encore essayé de clarifier à la conclusion de son intervention en situant l'importance de cette diaspora dans la vie nationale. Le troisième point qu'il a soulevé, c'est la situation actuelle du Tchad, en clarifiant 2 situations. Les forces sociales, et il a insisté sur la faiblesse de ces forces sociales, et deuxièmement, les forces politiques. Et sur ces forces politiques, il a fait ressortir la position de la majorité présidentielle et de l'opposition. Troisième point, le quatrième point qu'il a soulevé, c'est un peu l'interférence de l'extérieur dans les affaires du pays, dans les affaires du Tchad. Et il a mis en exergue essentiellement la présence de nos anciens maîtres qui sont les Français. Le cinquième point, c'était donc l'opposition globalement à l'intérieur du pays. Elle est plurielle, elle est là, elle existe, malgré ses faiblesses, elle existe, elle essaie de s'organiser, mais avec des limites qu'on connaît. Parce que le pouvoir en place a multiplié le nombre d'opposants à l'extérieur, des partis fantoches, qui sont au nombre d'une centaine, et qui fait en sorte que ces partis interviennent au moment où, quand les élections sont en cours. Et dans cette même lancée, il a donc donné les tendances actuelles qui se dégagent dans le pays par rapport aux questions de l'existence de M. Déby au pouvoir. Mais je pense que c'est en tant que modérateur, je pense qu'il est bon que nous ayons en tête ces 5 points et que nous intervenons par rapport à ces 5 points. Et en outre, je voudrais simplement dire au président Saleh, parce qu'il a oublié un point qui me paraissait important, et c'est ma question que je pose directement en tant que modérateur pour qu'il puisse ensuite entamer, c'est quand même l'implication des Déby dans les pays voisins, parce que là, il ne nous a rien dit dessus. J'aurais souhaité quand même que M. Saleh nous dise un peu, au vu de ce qui se passe un peu partout, quelle est vraiment l'implication des Déby sur les pays voisins. Et pour commencer, donc, quand vous allez vous présenter, vous allez demander la parole, présentez-vous, et chacun n'aura pas plus de 10 minutes.
10 minutes, non, c'est trop. 5 minutes. 5 minutes. Sachez que je suis assez réglo sur le temps. Alors, si quelqu'un déborde... 2 minutes. Bon, disons 3 minutes. 2 minutes, c'est trop court. Bon, si quelqu'un déborde, j'ai ma montre, hein, je contrôle. Et si quelqu'un déborde, je l'arrête. Donc, Monsieur le Président, je vais commencer par moi-même. Quelles sont les implications de M. Déby dans les pays voisins, puisqu'on a beaucoup de choses à dire sur cette question. Je vous remercie. Bien. Il y a quelqu'un qui peut prendre le micro, Balade. Le modérateur se sert en premier. J'ai parlé de l'implication de Déby dans les pays voisins, peut-être que je n'ai pas insisté. Peut-être que le Mali n'est pas un pays voisin, mais j'ai parlé de l'intervention de soldats tchadiens au Congo. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Il y a une vingtaine d'années, on était au Congo dans des conditions tout à fait louches. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait exactement ce qui s'est passé là-bas. Mais on a pris une véritable raclée par les zones de Bemba. Par les zones de Bemba. Vous comprendrez par la suite quelles sont les relations qu'il y a entre lui et Déby. Il ne faut pas oublier cela. Mais en tout cas, nos vaillants soldats, à qui on a fait croire qu'il y a du diamant à la clé, sont trouvés dans une forêt qu'ils ne connaissent pas. Et voilà comment on a tué des centaines de Tchadiens sans que le gouvernement fasse une lumière quelconque sur cela. Maintenant, pour ce qui concerne les interventions plus récentes, et vraiment sans nous attarder là-dessus, ça aussi je sais que vous êtes au courant. Ce n'est pas une révélation que de vous dire que Déby est un trouble fait. Partout dans les pays voisins, il met son doigt et son petit grain. Avec le Soudan, les situations, tout ce qui était tourmenté là, avec le Soudan, entre El-Béchir et Déby, c'était cela. Les gens oublient souvent que Déby a fait la manipulation aussi dans le Darfour, qu'il a géré à plusieurs occasions la situation au Darfour et qu'il a créé une situation de trouble avec le Soudan. Vous ne pensez pas que, je ne sais plus en quelle année, 2006 ou 2007, lorsque les gens du GEM ont été jusqu'à frapper Khartoum, vous ne pensez pas que c'était venu comme ça. Déby était bien présent quelque part. Déby et la RCA, depuis Patassé, installation le coup d'État de Bozizé, puis tout ce qui s'est passé, la création des différentes rébellions contre Bozizé, il était encore là-dedans. La Séléka, la Bozizé qui, un coup d'État contre Bozizé, tout cela, il y était. Faire venir les Centrafricains, vraiment par ce comportement de mépris qui a consisté à faire venir les députés centrafricains à N'Djamena, où ils devaient élire leur nouveau président. Il y a eu beaucoup de choses avec la RCA, beaucoup de détails que vous connaissez certainement parfois plus que moi. Avec le Nigeria, le problème de Boko Haram. Boko Haram, je suis désolé, parmi les créateurs de Boko Haram, historiquement, on sait qu'il y a le sénateur Boudou, dit Sass, qui est un grand ami en affaires et dans d'autres domaines de Déby. Quand les gens de Bébidja ont voulu manifester pour le pétrole, c'était la compagnie de Sass qui a eu la licence d'exploration du pétrole dans le sud du pays, en particulier dans la région de Bébidja. C'est dire que ce monsieur-là, qui investit beaucoup dans l'immobilier au Tchad, qui est celui qui était au Nigeria parmi ceux qui ont créé Boko Haram, se retrouve à N'Djamena. Comment peut-on me convaincre que Déby n'a pas la main dans l'affaire du Nigeria? N'oubliez pas, il y a un peu plus de 2 mois, le ministre des Affaires étrangères, sortant de sa prudence habituelle, a annoncé avec beaucoup de bruit qu'on était arrivé à régler le problème du Nigeria, que les filles allaient être libérées, qu'un accord a été signé, et ainsi de suite. Ça n'a jamais été suivi des faits. Et maintenant, on leur demande aux Tchadiens, dit, mais vous avez dit que vous avez signé des accords avec Boko Haram, mais quels sont ces gens-là? Quelles relations vous entretenez avec eux? Comment se fait-il que vous pouvez faire l'annonce d'un accord aussi important? Donc c'est dire que là aussi, Déby n'est pas du tout absent de ce qui se passe au Nigeria.
Aujourd'hui, les relations avec le Cameroun sont très froides, même si apparemment ce n'est pas le cas, parce que les Camerounais sont convaincus que nous jouons un rôle auprès de Boko Haram. Et aujourd'hui, s'il y a un pays qui est directement menacé par Boko Haram, c'est le Cameroun. Toutes ces villes, je vous donne l'exemple de Moubi. Moubi qui a été occupé il y a quelques semaines par Boko Haram. Et évidemment à la frontière avec le Cameroun. Mais Moubi n'est pas à 100 km de Léré. Ça, quand je le dis aux Tchadiens, ils sont étonnés que le Nigeria, c'est à côté de nous ici. Ce n'est pas uniquement au lac, mais même si vous traversez le Cameroun, à un endroit entre la frontière du Nigeria et du Tchad, il y a à peine 80 km. Donc Boko Haram est à nos portes. Et les Camerounais aujourd'hui sont ceux qui payent le tribut le plus lourd parce que c'est à leur frontière que beaucoup de choses se passent et souvent Boko Haram traverse la frontière. Et l'extrême nord du Cameroun, c'est-à-dire toute la région de Koussiri, n'est pas sous contrôle des troupes gouvernementales camerounaises. Le moment n'est pas encore venu pour Boko Haram d'occuper ces villes-là. Mais le moment venu, Boko Haram le fera. Ils sont en train de se battre depuis quelques semaines pour occuper Fotokol et pour traverser aussi du côté de Moubi. Donc s'ils font sauter les deux verrous, ils peuvent à ce moment-là occuper l'extrême nord camerounais. Mais la nuit tombée, c'est Boko Haram qui fait la loi dans tout l'extrême nord camerounais. Donc il y a une menace sérieuse et les Camerounais sont convaincus que le Tchad n'y est pas étranger. Parce que quand on voit à la télévision certains chars, Boko Haram présente son butin de guerre, hein, des chars pilotés par qui, on ne sait pas, on dit que c'est des Tchadiens. Leur efficacité au combat, semble-t-il, rappelle quand même celle des Tchadiens. Bon, on ne peut pas dire que les Tchadiens sont absents du Nigeria, mais le sont-ils par le pouvoir ou débordés par le pouvoir? En tout cas, il y a des accusations contre nous. Je ne vais évidemment pas parler d'une situation que vous connaissez mieux que moi, c'est de la Libye. En Libye aujourd'hui, dans le sud de la Libye, il se passe beaucoup de choses. Et là aussi, ceux qui connaissent un peu les problèmes disent que Déby n'en est pas absent. On a vu il y a quelques semaines arriver à N'Djamena de façon officielle des délégations libyennes, tout comme le Nigeria envoie des gens, tout comme le Cameroun envoie des gens. Donc ça veut dire que, tout comme le Soudan, ça veut dire que Déby aujourd'hui se retrouve un peu au centre de tout ça. Il manipule, il tire les ficelles. Le peut-il pendant plus longtemps encore et avec quelle efficacité le fera-t-il pour le compte de son propre régime pour perdurer et être l'interlocuteur privilégié des Occidentaux? Dieu seul le sait. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer à une série de 3 questions. Donc, conformément à vos instructions, donc 3 questions. Donc, la première question sera de Monsieur Makaila. Non, La c'est deuxième. madame. Ah, c'est pas écrit. Madame, c'est Oui. plutôt madame. Okay. Suivi de M. Bessané Darnas et de M. Adouat. Donc je vais aller vers la dame. Bonjour madame. Présentez-vous et puis... Géraldine Gambaye. J'ai d'abord un constat, c'est vrai que toutes les menaces frontalières sont inquiétantes pour les Tchadiens en général et on parle beaucoup des acteurs de l'opposition, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus aussi des actrices de l'opposition. C'est un fait établi, comme dans tous les pays au monde, les femmes sont plus nombreuses que les hommes et les électrices sont donc plus nombreuses que les électeurs. Deuxième constat, c'est que dans toutes les salles de débat, en tous les cas dans la diaspora, il y a peu de femmes. Soit qu'elles libèrent leurs hommes pour qu'ils puissent y venir, soit qu'elles ont des contraintes familiales, mais il y a aussi que nous ne nous sentons pas forcément concernés par les débats politiques, pour les simples raisons que les causes qui nous intéressent directement ne sont pas abordées lors des campagnes politiques, ne sont pas résolues dans les différents partis, etc. Et il faudrait le prendre en compte. La première cause est une cause de sécurité, sécurité de la personne, sécurité des femmes, qui sont les premières victimes de tous les abus de pouvoir, quels qu'ils soient militaires ou qu'ils soient abus de pouvoir que l'on connaît au quotidien. La seconde chose, c'est qu'elles sont très impliquées dans la survie des familles, ne sont pas reconnues pour ça, mais ce sont elles qui assurent la survie des familles de 1001 façons. Et leur créativité n'est pas mise à l'honneur, et il faudrait qu'on puisse le faire, et qu'on puisse trouver le moyen d'impliquer ces électrices dans le changement, pour une démocratie dans la paix et dans le respect. Et j'aurais aimé entendre une personne, une carte, un vote. C'est important. C'est important.
Alors pour attirer les femmes dans cette lutte-là, parce qu'elles font cette lutte au quotidien et en sous-marin, il faut vraiment qu'elles soient reconnues dans leur rôle actuel et dans les rôles qu'elles peuvent encore développer, que ce soit en entrepreneuriat social ou que ce soit dans d'autres domaines. Mais elles sont toujours cantonnées au ministère de l'Enfance, etc. Il y a un moment où il faut aussi que ces hommes qui nous entourent et qui parlent changent profondément, individuellement, pour prendre en compte leurs épouses, leurs filles, les femmes qui les entourent, et nous reconnaissent pour ce que nous sommes. Et certainement, bien souvent, plus modernes et plus avant-gardistes que vous, messieurs. Alors, s'il vous plaît, changez. Merci, madame. La parole est à... Non, une série de 3 questions, j'ai dit. Là, la parole est au professeur Bessané Darnas. Merci. Le président Saleh a parlé du code pastoral. J'ai le discours du président de la République du 24e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie qui dit en page 3 après avoir pris connaissance du texte, j'ai décidé tout simplement de retirer tout en demandant au gouvernement de préconiser d'autres formes plus conciliantes susceptibles de favoriser la cohabitation. Est-ce que le texte est voté par l'Assemblée et que le président a le pouvoir de décider de retirer un texte voté par l'Assemblée sans que ce soit l'Assemblée qui revienne dessus? Madame la première question. Deuxième question. Le président Saleh n'a pas parlé un peu du pétrole, la pénurie de pétrole. Alors, est-ce qu'au Tchad, c'est un peu le syndrome de l'abondance, à moins que ce soit le contraire, ce qu'on appelle le syndrome de Bronx, où il n'y a plus d'obèses au quartier qui est connu aux États-Unis comme le plus pauvre, c'est là où il y a beaucoup d'obèses. Comment un pays producteur de pétrole peut manquer du pétrole pour la consommation intérieure? Est-ce que le président Saleh peut nous dire quelque chose? Je vais pour la dernière séance de questions à M. Maouloud Adouat. Merci, Monsieur le Président. Ma question se situe au niveau de la diaspora. Vous avez parlé de la diaspora. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous attendez de plus que la diaspora vous fasse, étant donné que la diaspora est une association politique que vous vous ingérez. Ma seconde question, il y a 2 jours, j'ai entendu vous parler de 2 lièvres au sein de l'opposition. Je ne savais pas qu'il y a des lièvres au sein de l'opposition et j'aimerais savoir de qui vous parlez. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'une tendance de pouvoir se réunir. Est-ce que si vous lancez des pics, qu'il y a des lièvres au sein de l'opposition, que vous allez aboutir à cette unité de l'opposition pour pouvoir contrer son excellence Idriss Déby? Non. Merci, messieurs. La question est à vous, Président. Bien. Bien. Je voudrais rappeler ce que j'ai dit pour recadrer notre réunion. Vraiment, je souhaiterais qu'il y ait des interventions, qu'il y ait des contributions, plus que des questions. Moi, je répète que je n'ai pas grand-chose à vous apporter. Parce qu'en termes d'information, vous savez déjà beaucoup de choses. Quand Darnas veut me ramener sur le code pastoral, c'est déjà entendu. Je ne vous dirai rien de nouveau. Le code pastoral, vous avez suivi le débat dans les médias, on en a amplement parlé. Lorsque Déby a fait ce que j'appelle une bévue, de penser que tout président de la République qu'il est, il ne peut pas demander au gouvernement de retirer une loi déjà votée. On ne va pas revenir là-dessus, ça aussi vous l'avez suivi en détail, je crois. Mais ce qu'il serait intéressant de dire à propos du code pastoral, c'est que le tout-puissant Déby, du haut de son piédestal, tout-puissant comme il est là, il a été obligé de demander que cette loi-là, on la retire. Pourquoi? Et c'est ça qui est intéressant. Je crois que depuis les événements de Burkina, depuis un certain nombre de choses, notamment les manifestations des jeunes dans le pays, Déby a fait un recul qu'on peut appeler de stratégique. Il n'est plus aussi arrogant qu'avant. Parce que si vous lisez bien son discours que vous avez en main,
vous allez voir qu'il n'y a pas de polémique contre l'opposition, il n'y a rien du tout. Il a vraiment joué à ras de terre. Il a déposé la balle, comme on dit, il n'a pas fait ce qu'il faisait d'habitude. Pourquoi? Parce que je dis qu'il y a une situation nouvelle et aujourd'hui, il ne veut pas du tout de vagues. Partout où il peut y avoir des problèmes, il marque un recul. C'est ce qu'il a fait avec le code pastoral. Nous-mêmes, on a été surpris parce que le code avait été voté précédemment. Puis nous, on a attaqué un conseil constitutionnel qui n'a pas jugé sur le fond, a jugé sur la forme, que le mode de votation n'était pas respecté, le quota, je crois. Et on a rejeté comme ça pour ramener encore cette loi pour une deuxième lecture. Mais avant, à l'ouverture de la session parlementaire, les députés du MPS étaient convoqués à une réunion où on leur a remonté le bretelles pour leur dire que cette loi, elle doit passer, qu'on ne veut plus de vagues. Voilà. On leur a demandé absolument de voter en bloc et en même temps, leur patron se débine et se retire. Donc ça veut dire quoi? Entre les deux situations, il y a eu des événements et c'est ce que j'explicite en disant qu'il ne veut pas de vagues. Il a compris que le code pastoral, puisque nous on l'a dit en tout cas, n'allait pas être appliqué. Parce qu'on allait descendre dans les villages des cultivateurs et autres, il y en a beaucoup au Tchad, pour faire en sorte que la loi ne soit pas appliquée. Et ce serait source des autres. Il n'en veut pas. Je donne un deuxième exemple. Vous savez que vous avez suivi que l'identité tchadienne était contrôlée par une société gérée par son neveu. Passeport, carte d'identité, carte de séjour, permis de conduire, notamment depuis plusieurs années, d'abord par des Soudanais, et ça c'est après qu'on l'a appris, par des Soudanais qui ont été obligés de céder ça à son neveu lorsqu'il y avait des problèmes avec le Soudan en 2005-6. Puis maintenant, par ces Tchadiens-là, toute notre identité était gérée par eux. Ce qui posait d'ailleurs des problèmes, surtout pour la carte d'identité. Ils n'avaient pas la même mobilité que les sociétés précédentes. Il fallait venir jusqu'à N'Djamena. Et quand vous avez un faciès un peu comme ça, là, qui ne leur plaisait pas, on dit non, non, vous n'êtes pas tchadien. Il faut aller chercher ta carte là au Cameroun, par exemple. Bon. Nous, on s'est insurgé depuis plusieurs années contre cette situation. On a dit que ce n'est pas normal que dans un pays comme le Tchad, que les pouvoirs régaliens de l'État soient dévolus à des simples individus. Moi, je me rappelle la dernière rencontre que j'ai eue avec le président Déby, le 17 décembre de l'année dernière, en 2013. Parmi les problèmes que j'évoquais, il y avait ce problème de l'identité. Je lui ai dit que ce n'était pas normal que cette société continue de gérer l'identité tchadienne. J'ai cru comprendre que, bon, après cette entrevue avec lui, ce que j'ai dit serait pris en compte, mais non, ça n'a pas été pris en compte. Pourquoi est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui? Parce que ça a été annulé. Cet accord a été annulé parce qu'une fois encore, il a senti que c'est une source de problème. Il faut donc calmer le jeu et c'est ce qu'il a fait. Donc pour le reste, par rapport au code pastoral, il est évident qu'une loi qui est votée 15 jours après est réputée entrer en vigueur, même si, comme le président de l'Assemblée nationale, et là le ridicule ne tue pas, dit que le texte n'a pas été envoyé au gouvernement, dans tous les cas de figure, c'est une loi qui est votée, elle est réputée entrer en vigueur, et on ne la retire pas. Il y a toute une procédure légale dont la plus simple nous semble être une loi d'abrogation. Et ce n'est pas encore fait pour le moment, mais ça se fera. Madame Gambaye, voilà le genre d'intervention que moi je souhaite. En fait, vous ne m'avez pas posé de questions. Vous avez fait de façon brillante l'éloge de la femme dans un discours non moins brillant. Je ne peux que vous soutenir. Moi, lorsque je parle, j'essaie de parler maintenant comme le français nouveau. C'est-à-dire que les adjectifs là, bon, il n'y a plus de masculin et de féminin. Donc moi, quand je parle indifféremment des hommes et des femmes. Vous ne pouvez donc pas trouver dans mon discours un discours adressé aux femmes ou un discours adressé aux hommes. Moi, en tant que chef de parti, je m'adresse à la communauté nationale. Je ne fais pas de distinguo entre hommes et femmes. Lorsque une situation spécifique se crée et qu'il faille discuter d'un point précis sur les femmes, là, à ce moment-là, on peut le faire. Mais je pense que pour l'essentiel, tout ce que vous dites, moi j'y adhère parfaitement. Quand j'ai dit tout à l'heure par rapport à la biométrie, une carte, un électeur, un vote, vous avez vu, un féminin, un masculin, là-dedans, n'apparaissent pas. Donc j'adhère parfaitement à votre point de vue. Le rôle de la femme majoritaire dans le pays, c'est un rôle essentiel. Je
Je déplore tout simplement que concernant le Tchad, on veuille adopter un discours venu d'ailleurs sans tenir compte de nos spécificités. Qui sont quoi? Que la Tchadienne ne va pas à l'école. Aujourd'hui encore, la Tchadienne ne va pas à l'école. Et ça, c'est le gros problème de notre pays. Lorsque, comme c'est le cas récemment, un groupe de femmes envoie un projet de loi à l'Assemblée nationale, une proposition pour qu'il y ait le quota de 30%, je leur dis non. Ne parlons pas en termes de quota. On n'a pas encore atteint le niveau de quota. Parce que si vous dites que vous voulez nous imposer un peu partout le quota de 30%, on va jouer la médiocrité. Nos sœurs n'ont pas été à l'école. Et les rares qui ont été à l'école veulent par cette loi arranger leur position personnelle. Je dis non, ça c'est une erreur. Ce qu'il faut imposer au Tchad, c'est que la fille aille à l'école. Là, oui, on aura fait quelque chose dans un terme de 15-20 ans pour la femme tchadienne. C'est ça le combat qu'il faut mener. Que les femmes aillent à l'école, les jeunes filles, qu'elles aillent à l'école. Qu'on supprime de façon nette l'excision des jeunes filles. Pour le moment, ça se pratique toujours, sans que personne dise quoi que ce soit. Donc, il y a un combat réel à mener pour les femmes, au lieu de se cantonner vraiment, de mon point de vue, hein, dans des situations importantes d'ailleurs et qui n'essayent pas très bien à notre situation à nous. Le pétrole, je n'en ai pas parlé parce que Darna, c'était sa deuxième question. Je ne pouvais pas parler de tous les problèmes, il fallait bien que chacun d'entre nous ici apporte sa contribution. Et là aussi, je n'ai rien de nouveau à vous apprendre. La pénurie de pétrole, au final, a été quelque chose de savamment orchestré. Dès qu'on a annoncé, je crois que c'était en août, que l'usine, la raffinerie allait entrer en phase de maintenance, comme toutes les grandes industries, la pénurie s'est installée immédiatement. Comment est-ce que cela peut arriver quand nous savons que les Chinois, même s'ils sont parfois un peu bandits, les Chinois, ce n'est quand même pas des enfants de cœur à qui on va apprendre les fondamentaux. Une usine comme celle-là, la raffinerie va aller en congé, mais on constitue un stock de sécurité pour qu'il n'y ait pas de pénurie dans le pays. Mais ils ont beau dire qu'ils ont constitué le stock de sécurité. La société régulatrice a beau dire qu'elle livre le carburant aux stations, il n'y a pas de carburant. Il n'y a pas de carburant. On retrouve le carburant tchadien au Cameroun, on le retrouve en Centrafrique. Mais je dis que ce n'est pas parti par pipeline pour que ça ne se voit pas. Il faut bien que ça traverse la frontière, même si c'est dans des bidons de 40 ou 50 litres, dans des camions, ça se voit. Donc il y a une chaîne de solidarité pour voler, pour piller, qui a été mise en place au détriment des populations jusqu'à ce que l'usine ait repris récemment sa production normale pour que la pénurie prenne fin. Mais c'est une mafia qui existe au niveau supérieur de l'État. Quand le président, par démagogie, va visiter la raffinerie et dit, pour l'apprendre à certains qui n'étaient pas au courant, qu'il a mis 40 milliards à la disposition de la société pour que des cuves soient construites et que les 40 milliards ont disparu, il n'y a pas de cuve, vous voulez qu'on dise quoi? Quand toi-même tu sors l'argent, tu dis que tu as besoin d'argent pour faire ça, il n'y a pas d'argent, ce que tu as demandé n'est pas fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même tu es au courant? Non, il ne faut pas m'entraîner dans la vulgarité, mais ce qui se passe au Tchad est choquant. C'est choquant, et parfois il vaut mieux ne pas être au courant de ce qui se passe parce que c'est révoltant. Donc le problème de pénurie, là, c'était vraiment une situation gérée d'une façon infantile, je crois, puérile par le gouvernement, parce que le Premier ministre lui-même, à un moment donné, a dit que c'est des commerçants véreux qu'on connaît qui sont à la base de cette pénurie. Alors, on n'a jamais arrêté quelqu'un parce qu'il a été véreux et qu'il a provoqué la situation de pénurie dans le pays. Voilà un régime qui connaît ceux qui peuvent l'ébranler et qui l'accepte. Ça veut dire que tout est pourri jusqu'au niveau le plus élevé de l'État, tout simplement. Voilà le commentaire que je peux faire sur la pénurie. Je crois que c'est tout. Ah, excusez-moi. Oui, monsieur Mawloud. Excusez-moi, j'ai failli ne pas répondre à votre question. Ce que j'attends de la diaspora, je crois que je l'ai dit à la fin de mon exposé. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Je voudrais tout simplement que la diaspora tchadienne, comme je l'ai dit, participe à l'essor de son pays.
Moi, vous êtes ici dans cette salle, je ne m'adresse pas à l'opposition, je ne m'adresse pas au pouvoir. Je l'ai dit, je dis que je m'adresse à des Tchadiens qui sont venus pour qu'on discute de notre problème. Donc, je me répète, la diaspora tchadienne doit s'impliquer davantage dans le développement du Tchad. Quand j'ai parlé de l'Éthiopie, pays où je vais régulièrement, j'ai vu comment Addis Abeba, par exemple, a changé en 10 ans, parce qu'on m'a expliqué qu'il y a une implication plus grande de la diaspora éthiopienne. Quand vous prenez les autres pays, hein, le Mali, le Sénégal, dans les transferts de fonds que reçoivent ces pays-là, vous voyez le quota de la diaspora de ces pays, et ainsi de suite. Je dis que pour ce qui nous concerne au Tchad, ce n'est pas le niveau, ce n'est pas le bon niveau qu'on devrait souhaiter ou qu'on devrait attendre. Il y a peut-être la diaspora d'Arabie Saoudite qui, du point de vue des transferts financiers, est plus active que les autres, mais vous qui êtes en face de moi ici, c'est à vous que je m'adresse pour vous dire qu'il faut vous impliquer davantage dans le développement du pays. J'ai évoqué les problèmes de manipulation du pouvoir par rapport aux associations, par rapport aux partis politiques. Il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup d'associations qui ont été suscitées par le pouvoir en place. On me dira c'est de bonne guerre, mais je le dis quand même, je le mentionne, c'est une réalité qu'il faut accepter. La dernière élection présidentielle ne répondait à aucune norme. C'est à propos de ça que, je pense, quand j'ai parlé de lièvres, nous étions 5. Le défunt Kamougué, Yoronga et moi, qui sommes censés être l'opposition, on a dénoncé cette élection, nous nous sommes retirés. Il restait Déby et 2 autres. Quand on parle français, là, dans ce cas précis, on dit que les autres, là, c'est des lièvres. Les lièvres, là, c'est en matière de sport, non? C'est des faux coureurs qui vous trompent, vous courez, vous vous essoufflez alors qu'ils ne sont pas venus pour la compétition. C'est dans cet esprit seulement que j'ai employé le mot lièvre. Je n'ai pas besoin de le citer. Alors, est-ce qu'il y a des lièvres dans l'opposition? Bien entendu. La preuve, on voit une élection aussi importante que celle de la présidence. Il y a des lièvres forcément dans les autres secteurs, dans les autres branches, partis, associations, je me répète, il y a des lièvres, il y a des gens qui sont là pour nous tromper. Et nous le savons. Quand on organise une réunion comme celle-ci, un bon politique doit savoir que dans cette salle, il y en a qui représentent le pouvoir, il y en a qui représentent l'opposition, il y a toutes les tendances. Hein. Bon, et quand on veut faire la politique de façon professionnelle, je crois que bon, il faut se prémunir contre tout cela, le savoir et avancer tout de même. Merci. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à cette question. Nous sommes en direct aussi, c'est qu'il y a des internautes qui posent aussi des questions. Nous avons 2 questions des internautes. Nous avons la première question de M. Hassan Boulmaï qui dit, mais est-ce que si en 2016, le président Idriss Déby refusait le verdict des urnes, qu'est-ce que vous allez faire? La deuxième question, c'est M. de Zouzane Ahmed qui demande que ça fait 25 ans que vous-même vous êtes président de votre formation politique. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cédé la main si vous voulez que Déby passe la main? Donc, mais après, je vais donc laisser la question à Mme Hortense Fandjo. Voilà, qui va présenter. Bonjour, je suis Géraldine Hortense de... Vous entendez pas mieux? Okay. Alors, je vais faire l'effort, je suis journaliste, mais là, je suis pas à l'antenne, c'est plus compliqué, voyez-vous. Donc là, je suis Géraldine Hortense de la radio-fréquence Paris Pluriel, qui est pour une émission Forum africain. Alors, M. Saleh, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé tout à l'heure de l'opposition tchadienne. Vous disiez quelle était l'opposition la plus pauvre d'Afrique. En même temps, vous voulez accéder au pouvoir. Et moi, je me pose la question, comment allez-vous procéder? Vous savez que l'une des méthodes que le gouvernement utilise dans pratiquement tous les pays africains, c'est de multiplier le nombre de bureaux de vote, sachant que l'opposition n'aura pas les moyens d'envoyer le même nombre de scrutateurs dans ces bureaux de vote. Comment fait-on si on veut remporter les élections pour les urnes? Ou alors, ne pensez-vous pas un dénouement à la burkinabé, c'est-à-dire que la société civile, assez forte pour rendre compte, les partis politiques assez solides aussi sont là, et la population déterminée aussi fait la force. Comment pensez-vous accéder au pouvoir? Par les urnes ou par un dénouement à la Burkina Faso? Merci. Je vous remercie. Monsieur le Président, après il y a la question de M. Antoine Bangui, ancien grand commis de l'État tchadien. Donc, il voudrait poser une question. Grand commis de l'État. Bon, je remercie M. Saleh Kebzabo. Je pense que je
parle suffisamment fort. Non, mais il y a tout le monde qui entend. Allez-y, allez-y, il y a tout le monde qui vous entend. Ah bon. Je salue la communication de M. Kebzabo parce que ça, moi, en ce qui me concerne, ça fait un certain temps que je vis à l'extérieur et tout ce qu'il vient de dire m'a beaucoup fourni et m'a apporté des informations sur le pays, sur la nature du régime, sur la réflexion de l'opposition quant à l'avenir de ce pays. Alors, ma question sera celle-ci. C'est avec un recul de 84 ans que je puis me permettre de dire que depuis que les régimes se sont succédés au Tchad, les maux ne font que s'amplifier. Or, par nature, on sait que tout pouvoir est corrupteur. Pardon? Voilà. Tout pouvoir est un facteur de corruption. Alors, maintenant, je note avec satisfaction le désir de l'opposition de vouloir, d'être capable de gérer le Tchad de demain. Est-ce que cette opposition ne risque-t-elle pas de tomber dans le même travers de ceux que nous avons connus depuis 1960 jusqu'aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle, M. Kebzabo, je voudrais savoir si l'opposition ne peut pas faire une réflexion profonde sur la nature de la constitution du Tchad. Car cette constitution que nous connaissons actuellement met à la disposition d'une seule personne tous les pouvoirs de gestion et en découlent tous les travers que nous connaissons actuellement. Je pense que si demain, que ce soit par la rue, que ce soit par la mort, l'actuel dictateur s'en va, mais que feront ceux qui vont le remplacer demain dans la mesure où ils n'ont pas des garde-fous pour limiter le pouvoir? Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais je pense que c'est le problème de la Constitution sur laquelle il faut réfléchir. Je sais que l'opposition réfléchit sur la tactique ou bien sur les moyens à mettre en œuvre pour gérer les prochaines élections. Je pense que ça ne suffit pas. Quand on sait que le pouvoir détient tout l'arsenal militaire, on peut très bien tirer des coups de feu en l'air, les gens s'en vont, et puis 2 ou 3 personnes viennent remplir les urnes. Alors, j'enregistre, j'aime bien toutes vos réflexions sur la nature de ce que vous comptez faire, mais je pense que ça ne suffit pas. Le problème de fond, c'est le problème de la Constitution, pour éviter qu'une seule personne ne détienne la destinée de tout un monde. Merci. Merci, M. Antoine Bangui. Donc, pour finir, nous allons donner la parole à nos amis djiboutiens, parce qu'on a aussi des étrangers qui sont parmi nous. Non, pardon, excusez-moi. Ça nous a fait un mal. Allez-y. Merci. Merci. Monsieur le Président Salé, permettez-moi déjà de présenter en fait, le soutien de tous les peuples de l'opposition, on va dire, djiboutienne, et des partis dont je représente, les partis MRD, qui est dans la coalition ISL. J'ai l'impression, d'après ce que vous avez décrit, en fait, point par point, une situation identique de celle qui se passe à Djibouti. Un président pompier pyromane pour le pays voisin, qui essaie de dire je règle le problème avant qu'il l'amplifie. Un président qui détient, on va dire, tous les pouvoirs
du pays. Alors, j'ai une petite question et que c'est une question aussi qu'on se pose à Djibouti. Déjà, la première chose, c'est avez-vous confiance à une élection organisée par le président Déby? La première chose. Et ensuite, parce que tout à l'heure, il y avait une question aussi sur, et ça se pose à Djibouti aussi, les présidents des partis détiennent, on va dire, les partis depuis un certain temps, on va dire, chez nous aussi, ils clonent, donc ils essaient d'éviter en gardant le pouvoir. Mais, pour aller à une élection présidentielle, serait-il pas possible d'organiser une élection primaire à l'intérieur de l'opposition pour éviter justement en fait, les lièvres, comme vous dites, certainement pour décrédibiliser totalement ceux qui se réclament de l'opposition et de basculer totalement les pays vers une élection, on va dire, déjà organisée par l'opposition, une élection démocratique, pour qu'après, derrière, ça vous donne l'élan pour aller à l'élection présidentielle. Merci. Merci. Encore, je vous renouvelle le soutien de toute l'opposition djiboutienne. Merci. Merci pour... Monsieur le Président, la parole est à vous. Merci pour la solidarité africaine, parce que je crois qu'il y a d'autres Africains qui sont dans la salle au début, peut-être qu'on pourra les présenter après. Mais j'ai vu que notre frère, pris pour un Djiboutien qui a dû se lever pour dire qu'il n'est pas Djiboutien, c'est un Tchadien, c'est Mamad Nour Abdelkarim. C'est le ministre de la Défense. Voilà, pour l'internaute qui a posé deux questions. Que se passera-t-il si Déby refuse le verdict de 2016? Bon, j'ai essayé d'esquisser une réponse. Je ne vais pas m'aventurer plus loin. Nous sommes encore en 2014. Nous avons toute l'année 2015 qui va servir à préparer les élections. Chacun de nous aura à fournir ses armes. Et donc, on a encore un peu de temps. Parce que il y a quand même toute une machine qui va se mettre en marche, une machine nationale, une machine étrangère. Et il ne faut donc pas insulter l'avenir en disant que bon, il va se passer ci, il va se passer cela. Pour le moment, tout ce que je sais, c'est que nous avons de notre côté la détermination d'aller à cette élection dans l'unité. Faut-il pour cela qu'il y ait une sorte de primaire dans l'opposition? Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la diversité. En Afrique aujourd'hui, c'est valable au Tchad, c'est valable dans tous les autres pays africains. L'opinion africaine est très avancée. Nos populations ne sont plus dans l'obscurantisme comme avant, comme on peut le croire. C'est des nationaux qui sont vraiment au fait de tout. Et donc, s'il y a des candidatures fantaisistes, suscitées, qui ne correspondent pas à la réalité de la lutte, croyez-moi, les Tchadiens le sauront. Ils savent faire la différence. Et je voudrais bifurquer par les lièvres pour dire qu'en réalité, les lièvres de la dernière fois ne sont même pas de l'opposition. Ce sont des gens, des alliés. Ce sont des partis alliés à Déby qui sont restés en lice, qui ont été financés pour cela et qui ont continué la course, ce semblant de course avec lui. Est-ce qu'il y aura véritablement des lièvres dans l'opposition pour les prochaines élections? C'est probable. C'est probable. Je dis, quand on fait de la politique, il faut être réaliste. Il ne faut pas croire que ce qu'on veut atteindre comme objectif le sera sans entrave. C'est un chemin vraiment parsemé d'embûches en tout genre qu'on va rencontrer. Il faut seulement se préparer à traverser les obstacles, à traverser les difficultés. Et je crois avoir ainsi répondu à notre ami de Djibouti pour revenir à l'internaute par rapport à ma position personnelle ou par rapport aux positions des chefs de parti généralement africains. C'est un problème qui n'est pas uniquement tchadien, c'est un problème qu'on rencontre dans tous les pays africains. Lorsqu'on sait dans quelles conditions les partis politiques ont été créés, comment ils ont été maintenus, comment ils ont été entretenus, ainsi de suite, on comprend pourquoi la longévité est parfois anormale à la tête des partis en Afrique. Rares sont les partis qui ont changé de président en cours de route comme ça. Ça n'arrive pas souvent. Et je pense que
il ne faut pas faire le parallèle avec le pouvoir. C'est vraiment deux situations totalement différentes. Celui qui a été élu pour 5 ans, 10 ans, qui reste 20 ans, 30 ans, vous n'allez pas le comparer avec celui qui est à la tête d'un parti politique qui se démène, qui se débat, qui cherche un chemin pour son pays. Il ne faut pas comparer les deux situations. C'est vraiment totalement pas comparable du tout. Et si, puisque la question m'a été posée directement, qu'est-ce que moi je fais? Je voudrais annoncer à cet internaute-là que nous avons tenu un congrès du parti en avril dernier. Et lorsque, à la fin du congrès, comme d'habitude, on a demandé qui était candidat pour un nouveau mandat à la tête du parti, à la surprise de mes camarades, je me suis levé pour dire que je suis candidat. Les gens ont éclaté de rire. Parce qu'habituellement, on fait un simulacre là, quelqu'un se lève, dit bon, je présente un tel. J'ai refusé ce simulacre, je me suis levé et dit je suis candidat. Je suis candidat, je vous propose un deal. Le deal, c'est lequel? Moi, je vais diriger le parti les 5 prochaines années avec une période de transition. Si, comme nous le disons au sein de notre parti va exercer la présidence de la République et gagnera les élections présidentielles, donc forcément la présidence du parti va être vacante. Si tel n'est pas le cas, à partir de 2016, il y aura une transition au sein du parti et le parti devra trouver pour son prochain congrès un nouveau président. Donc nous sommes dans cette situation-là où moi j'ai annoncé volontairement mon retrait de la tête du parti dans les années qui viennent. La dame de la radio fréquence, pas Paris pluriel. Paris fréquence pluriel. Fréquence Paris pluriel. Fréquence Paris pluriel. FPP. Voilà. Elle demande, elle dit que nous sommes les partis les plus pauvres et comment va-t-on gagner les élections? En évoquant ensuite si c'est pour passer par la passerelle de la rue. Moi, je pense que on n'a pas besoin de passer par la séquence de la rue. Cela permet de dire que le Tchad n'est pas le Burkina. Parce que souvent, on veut faire le parallèle, on dit bon, il s'est passé au Burkina, est-ce qu'au Tchad aussi vous pouvez le faire? Au Tchad, on peut peut-être le faire, mais je dis que nous sommes dans une situation totalement différente. Je l'ai dit dans mon exposé au début, que nous sommes une population qui, globalement, n'a pas de culture politique, n'a pas de culture militante, surtout, et que donc, il y a un certain nombre de pratiques que nous ne connaissons pas. Les Burkinabés, dès 1966, ont déjà renversé un président. Il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique dont on peut parler comme ça. Puis ensuite, leur histoire, depuis 1966, est jalonnée de mouvements sociaux, militaires et autres, assez nombreux, qui ont ébranlé chaque pouvoir, provoquant parfois des coups d'État, des soulèvements, et ainsi de suite, jusqu'au dernier en date qui a emporté Compaoré. Donc moi, je ne veux pas, avec tout le respect que j'ai pour mes amis burkinabés, je ne vais pas prendre ça comme une leçon que je dois appliquer dans mon pays. Le Tchad a sa propre histoire, sa propre culture et sa propre culture militante. Donc, par les armes dont nous disposons dans notre pays, nous allons mettre fin à ce régime. Nous avons essayé, et ça c'est unique en Afrique, nous avons essayé par des suites de rébellions nombreuses, variées, sanglantes, fratricides. On a tout fait dans ce pays. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de morts dans les rébellions tchadiennes qui n'ont pas eu raison, en tout cas du pouvoir actuel de Déby qui est au pouvoir depuis 24 ans. Ça fait peut-être grosso modo 4 ans qu'il est un peu tranquille, mais pendant 20 ans, il y a eu, je peux vous assurer, beaucoup de deuil dans notre pays. Parce que au Tchad, quand on n'est pas content, on se lève, on prend le fusil, on va en brousse. Aller dans la rue, manifester, contester, on ne sait pas faire ça. On commence à l'apprendre. Et je pense qu'avec l'évolution du monde, on va apprendre rapidement. Mais est-ce qu'on a besoin de la rue pour renverser un régime? C'est possible. Si nous avons la possibilité, par la voie des urnes, de le faire, pourquoi pas? Nous, notre conviction, c'est celle-là. Nous pensons qu'en 2016, Déby sera battu. Ça, c'est notre conviction. Et je pense qu'il ne faut pas remettre ça en cause parce que nous parlons d'un pays que nous connaissons et nous savons ce que nous sommes capables de faire dans notre pays. Alors, est-ce que ça va être le cas échéant s'ils refusent? Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est une intervention extérieure? Est-ce que c'est autant de questions auxquelles je ne suis pas en mesure d'apporter des réponses à l'heure actuelle. Monsieur Antoine Bangui, je profite de votre question
pour vous dire que nous ne cantonnons pas notre réflexion à l'heure actuelle sur la tactique électorale uniquement. Nous avons beaucoup d'autres questions qui sont en exploration et qui vont demander une réflexion approfondie de l'opposition tchadienne, dont